Il existe des livres si longs que vous vous habituez à les lire en les lisant. Vous accrochez en les reprenant, même aux passages plutôt ennuyeux. Ce sont les diastoles de votre pouls. Un tel livre peut être proche de votre vie sans pourtant en constituer sa description. Vous vous attachez à lui précisément parce que tout y est comme dans votre propre vie. Les pensées et les sentiments, même s'ils se situent entre le respect et la moquerie. Et comme vous ne pouvez rien faire avec le texte du livre, même en le lisant patiemment, vous vous rapprochez de lui. Et lorsque votre vie avance parallèlement au livre, la différence s'efface et vous pouvez oublier si vous vivez ou si vous lisez. Par exemple, moi, j'ai le sentiment de décrire d'abord ma vie avant de la lire en la vivant. Voilà, j'ai justement l'impression d'avoir déjà écrit ce que je viens de dire. À un moment, le livre commence à s'amenuiser et à faiblir entre vos mains. Chaque jour, vous avez du mal à un autre endroit. Lorsque vous éteignez la lecture, avant de vous endormir, vous pensez à la fin du livre et vous avancez à nouveau d'une page vers votre happy end. Puis le livre s'achève, vient alors la nostalgie. La vie vous a appris qu'il existait plusieurs nostalgies. Si vous êtes en bonne santé, celle-ci sera modérée et raisonnable. Vous cherchez une conclusion et vous la trouvez. Mais bien sûr, c'est ça. Si le livre survit à la nuit, le matin vous en êtes surpris. Puis, en vous rasant, vous découvrez l'envie d'avancer encore d'un jour dans l'histoire que vous avez lue. Une chose est étrange. En lisant votre livre, que vous avez déjà si bien assimilé, vous n'aimez plus les intrigues, les conflits ni les nouveaux personnages. En voyant apparaître une nouvelle femme, vous courez prévenir l'homme de votre livre. Et vous êtes désagréablement surpris s'il est disposé à démarrer une aventure que vous avez déjà arrêtée. Ce rocher portait son nom parce qu'on disait qu'un jour, un chasseur était passé par là. Il avait dans la poche une fiole de gnôle de la marque Diable. Il a buté dans le rocher. Le diable est tombé, il s'est renversé et depuis ce temps, ce nom de rocher du diable est resté. Une autre version, moins alcoolisée, raconte que le diable devait construire un pont sur la Berunca en une nuit pour enlever la fille du pêcheur. Mais il n'y est pas arrivé avant le chant du coq à l'aube et il est resté bredouille. Ensuite, il n'a plus quitté ce rocher. Depuis toujours, des brochets vivaient dans les profondeurs en contrebas. Lorsque papa a pris la manigance, lui et Prosek prirent des perches belles comme des images et partirent en bateau à contre-courant vers l'île et vers Bredva encore au-delà, où il y avait des trous d'eau profonds à brochets. Ils en prirent de gros. Et il y en avait, paraît-il, même un de ces brochets qui avait sauté hors de l'eau pour attraper la petite perche avant qu'elle ne touche la surface. Tellement il avait d'appétit. Ils revinrent un peu avant Béda. De l'autre côté de la rivière, Béda se planta là, les jambes écartées, tenant au-dessus de la tête un brochet de 2 kilos et criant « Voilà une prise hors pair !» Tous, ils font comme si quelqu'un les admirait plus que moi. C'est bizarre. Vraiment tout le monde comme s'ils ne me voyaient pas. Et pourtant, j'ai des tas de livres, même par terre. Ça traîne autour du poêle, je me gratte sans arrêt le cuir chevelu, je ne peux pas m'en empêcher. C'est terrible parfois comme ça me démange. J'ai peut-être une racine incarnée, en plein cerveau. Je viens de repiquer là une plante qui se souvient encore du bon vieux temps. On le dit, je ne peux pas en dire autant. Au fait, comment tu t'appelles, ma toute verte ? Il fait froid, tu ne trouves pas ? On est juste devant le poêle, mais quand même. Tiens, j'ai une idée. On va se raconter ce qu'on voit. Il y a tant de choses au monde. Souvent, ça aussi, ça me prend et je me mets à raisonner sur la vie après la mort. Évidemment, ça m'intéresserait plus de pouvoir mettre un nom sur cette toile d'araignée là-bas. Bien des fois, j'ai peur, ça me réveille la nuit et je ne me rendors plus. Des idées me trottent par la tête, par exemple. Se peut-il que ce soit nous qui choisissions notre voie ? Parce que les ruisseaux sont longs. Parce qu'ils sont longs comme des routes. Et pourtant, quand on les longe, c'est plus beau que de suivre une route. On peut s'y rafraîchir, souvent même y étancher sa soif, parfois s'y baigner. Mais Oupor m'a mis à genoux. Je ne suis jamais arrivée à sa source. Un autre ruisseau, celui de Scrivan, a lui aussi eu raison de moi. Je n'ai pas découvert ses sources parce que je n'avais plus la force de poursuivre mon chemin. Le sac en peau de cerf s'était alourdi. Le chapeau des fondeurs de Cladno ne buvait plus la sueur et l'aigle me cognait la poitrine. J'ai toujours été obligée de rebrousser chemin et, c'est bien connu, le chemin de retour est encore plus long qu'à l'aller. Et en m'en revenant, je pensais au ruisseau,
au fait qu'il y en a des milliers par chez nous, avec des myosotis ou des nénuphars, des chevennes ou des truites. Partout, on découvre quelque chose de nouveau. À la surface de l'eau, on peut se voir comme dans un miroir, et ces miroirs sont bien plus beaux que ceux des maîtres vénitiens. Partons aux sources de ces nombreux ruisseaux. Mais on doit s'y prendre comme dans le sport, jouer fair play. Il faut commencer à les chercher à partir de la rivière où ils se jettent, où ils se terminent, et aller de cette confluence jusqu'à la source. La prochaine fois, on recommencera. Le ruisseau aura changé, il aura un autre visage. Nous irons chercher l'air pur. Moi aussi, j'essaie de repartir en quête des sources de mes ruisseaux. Et un jour, j'étais encore en bonne santé, je marchais sans problème. Je me suis pris à examiner ce sac à dos en cerre. Et je me suis aperçu qu'il avait des taches et qu'il était en train de se réduire, de s'amincir, et que j'allais enfin voir le jour où c'en serait fini de lui, qu'un jour je me débarrasserais de ce bel héritage. C'est à cause de ces ruisseaux. Et j'ai eu envie au moins de m'écrier à tue-tête « Grand-père, ce sac ne me survivra pas ». Mais vers qui aurais-je crié ? Papa et grand-père sont tous deux couchés dans leur tombe. Alors, je vais au moins le leur apprendre quand j'irai les voir avec un bouquet de fleurs. Ce ruisseau coule tout près de Prague, à une petite heure de voiture, mais je ne dirai pas où. Je ne veux pas que des gens s'y rendent à pied ou en voiture. Et j'ai aussi un peu peur pour elles, même si elles ont déjà survécu à toutes sortes de blessures impitoyables. Ce ruisseau est beau comme un collier de perles ou une tiare de diamants. Il gargouille et court sans se presser en descendant une petite colline par des forêts de sapins et des prairies multicolores où volent des abeilles rondelettes et sautent des sauterelles dodues. Son eau est celle d'une source cristalline et aux endroits où elle est basse, on voit les galets du fond, un sable blanc pur, les rochers et les racines des arbres. Des aulnes et des saules se penchent au-dessus des trous profonds. Et là, dans ces trous d'eau, entre les pierres et les racines, il y a les truites. Personne ne sait depuis quand elles sont là. Peut-être des siècles, peut-être des milliers d'années. Quand on les sort de l'eau, on dirait des brioches et elles sont presque chaudes dans nos mains. Les petites, ponctuées d'orange, les grosses, avec des taches noires carmin. Leur couleur rappelle les vagabonds de mer lointaines et inconnues. Nul ne sait pourquoi cette truite s'est installée là un jour. Elle a élu domicile dans ce ruisseau. Et depuis ce premier jour, l'homme a visiblement décidé de l'attraper, de la tuer et de la détruire dans cet habitat qui est le sien. Moi aussi, je suis arrivé là un jour, encore enfant, avec le désir de chasser et de tuer. Je ne sentais pas encore, comme je le ferai par la suite, le parfum du ruisseau. Je n'entendais pas les histoires que raconte l'eau ni le murmure des arbres. J'avais un canif dans la poche. J'ai poussé ma première truite jusque dans les racines et je l'ai poignardée avec mon couteau. Plus tard, je renonçais à ces mœurs barbares et je ne procédais plus qu'en toute légalité. Le reste me paraissait être un meurtre. Mais tout un chacun venait tuer en ces lieux, dans ce ruisseau à truites, sans défense, livré au bon plaisir des braconniers. Les gamins du village les massacraient à coups de bâton ou de pierre. D'autres les prenaient à l'épuisette, certains pêcheurs en prélevaient jusqu'à 50 par jour. 100 fois, je me suis étonné de les voir toujours là, parce qu'elles savaient se protéger. Elles n'insinuaient plus profond sous les berges, entre les racines et les pierres. Elles ne sautaient plus aussi intempestivement sur les vers de terre frétillants ou les sauterelles appétissantes. Il leur était devenu plus difficile de se maintenir dans leur domaine, mais elles ne voulaient ni ne pouvaient le quitter. Il vit la rivière. La rivière, c'était toute sa vie. Alors, il s'en approcha. En suivant la rivière, il ne manquerait pas d'arriver jusqu'à sa maison, jusqu'à sa femme. Il marcha sous un clair de lune qui la transformait en route argentée. Parfois, il s'étendait dans l'herbe, il avait mal partout. Le cœur endolori comme s'il allait se briser, et les jambes douloureuses qui désiraient s'arrêter. Pour la première fois de sa vie, il parcourut une telle distance sans chanter, ni siffler, pas même la chanson de Légionnaire qui parlait des éléphants, ni celle du foulard rouge. Comme si le ressort du gramophone avait lâché, comme si la comédie du gai luron pêcheur et vagabond s'était jouée pour la dernière fois. Il marchait, et il lui semblait parfois voir dans le ciel la souillarde tapissée de papier neuf, comme il l'avait ordonné. Puis il aperçut un poisson près du bord, un poisson tout en longueur, avec de gros yeux globuleux. Il regardait mon père, et mon père le regardait lui aussi. C'était un poisson si malin que de toute sa vie, aucun autre poisson n'avait réussi à le tuer.
ni aucun pêcheur rusé à l'attraper. Voilà pourquoi il avait pu devenir si grand et si vieux. Papa affirma ensuite que le poisson était venu le regarder mourir, parce qu'il avait tué des milliers de ses frères durant sa vie. Le poisson agita ses nageoires et partit. Papa reprit son chemin. Au matin, il boitait en arrivant à la maison. Ses jambes ne le portaient plus et il se tenait le cœur. Maman prit peur et le conduisit dans la pièce. En passant devant la souillarde, il détourna la tête. Il avait peur de voir ses papiers neufs. Mais il regarda quand même. Il y avait toujours les anciens papiers et le garde-manger était entrouvert, certainement exprès. Il contenait un peu de farine, de riz, de gruau et une bouteille d'huile. Il s'assit sur la chaise et fit un sourire à maman. « Tu es mon meilleur camarade. » Maman appela l'ambulance. Ils arrivèrent, l'emmenèrent dehors pour l'accompagner à l'hôpital, disait-il. Il les injuria, il leur faussa compagnie près du portillon parce qu'il avait oublié quelque chose. Mais il n'allait pas chercher un petit transistor comme le font les gens. Dans le temps, il s'était fait faire une belle pancarte dont il était fier. Il l'accrocha au portillon pour que tout le monde puisse la lire. Elle disait « Je reviens de suite » et il n'est jamais revenu. Salut à toi, rivière. Je m'agenouille sur la rive près d'un champ de soucis d'eau et je veux presser mes lèvres sèches contre ton corps rafraîchissant. Je veux t'embrasser. Tu fuis, tu ruisselles entre mes doigts. Rivière, porteras-tu mon bateau bleu? Mais non, car tu n'es en fait qu'un ruisseau, bouillonnant, plein de galets et de bancs de sable doré. Hop, tu vois, tu as franchi le Voltava. Elle naît là, au loin, sur les hauteurs, aux environs de Kivda, parmi les herbes vives jamais coupées ni tondues. Hop, te voilà revenu à ton canot. Tu le prends par les hanches comme une femme et tu le lâches dans l'eau qui file. Qui s'est embarqué une fois ne connaît pas de plus belle sensation que de déposer à nouveau un canoë dans les vagues. Nous partons sans essence. Nous avons nos bras. Cela s'appelle des vacances actives. Vlan, vlan. Le soleil avait grand soif. Il a bu l'eau. Oh là, hey! Traîne-toi sur le long des kilomètres, comme un haleur et tracte ton bateau allégé. Et crache tous les 100 mètres ta sueur âcre. Hurrah, les matelots, sur le pont! Voilà qu'on peut à nouveau naviguer. Les vagues écument par-dessus les troupeaux de moutons de pierre vert, et voilà qu'arrive leur poisson berger, l'ombre argentée. Une prairie parmi les pins couleur brique et les sapins en fleurs. Jette-y tous tes habits. Seuls riront de ta nudité blanche sont les rivières et l'ombre aux écailles d'argent, et toi, tu ne les entendras pas. Déjà, les flèches de l'eau mordie tes vénules t'envoient par le courant et te recrachent sur la rive de Myosotis. Premier campement auprès de Trois Bouleaux. Tu es moulu, tu te contentes de mâchouiller un peu de lapin rôti froid et tu as sommeil. Mais à l'heure où la nuit le cède au jour, tu n'y tiens plus. Tu te mets à quatre pattes et tu regardes au dehors. Un croissant blanc éclaire la crèche à foin en bois, le paysage respire un silence tranquille, et dans le pré, d'en face, paissent des biches. Le matin, un silence de mort plane sur les prairies. Tout se cache devant le soleil. Tu sors, fourbu, et tu bois à petites gorgées du thé de Chine, fait à l'eau de la Voltava. Nous continuons à naviguer. De chaque côté, le massif de la Shumava dresse ses bonnets montagneux sous lesquels se blottissent des chaumières et parfois quelques clairières réchauffées, saturées du vrombissement d'avions-mouches, dégringolent jusqu'à la rivière. C'est vers l'amont que la rivière est la plus belle, et sans le moindre seuil. À Orki, voilà le premier déversoir à sec, avec portage des bagages et du canoë. Femme, arrête de geindre. Au bout du 10e, tu auras les mains calleuses et les jambes plus fermes. Nous campons près du pont et de la locomotive qui siffle. Au matin, quand tu dors d'un sommeil profond, je veux te faire une surprise en t'apportant une gerbe de pavots écarlates et un corps de poisson opalin. À l'aube, avant que la locomotive ne se mette à siffler et que les petits bergers ne crient, je monte le moulinet sur la canne. J'avance, je me tapis dans les roseaux, l'eau ondule soudain, comme si quelqu'un pagayait dans les profondeurs. Je me sens infiniment bien. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui nous attend. Je ne puis imaginer combien de temps nous sépare du moment où tout ceci portera enfin ses fruits, où tout ce que nous avons préparé pendant ces années d'étrange coexistence deviendra réalisable. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui peut encore se mettre en travers du chemin et avec quelles difficultés nous allons maîtriser et faire disparaître tout cela. Mais je me sens bien,
Et j'ai la certitude que tout est pour le mieux, qu'il n'arrivera rien, qui ne doit arriver. Je ne peux pas te perdre, et toi, tu ne peux pas me perdre. L'état des choses et ceux qui s'en prévalent n'y peuvent plus rien. Nous sommes arrivés à un tel point que c'est sûr et certain. Comment cela arrivera n'est pas de notre ressort. Je n'ai aucune intention de forcer le destin, et je m'accorde le luxe de cette insouciance d'un cœur léger.